Je vous propose en tant qu'historien de revenir sur l'épisodie de rage qu'a connue la France entre 1968 et 1998 et plus précisément nous intéresser au vécu du renard roux face à la rage. L'étude d'un vécu animal, c'est une nouveauté en histoire depuis quelques années. C'est en mars 1968 qu'un premier renard roux atteint de la rage a été découvert à Montenac en Moselle. L'épisodie venait de Pologne et d'Allemagne. Très rapidement, à raison de plusieurs dizaines de kilomètres chaque année, l'épisodie donc a avancé et en 1989, elle atteint son extension géographique maximale avec un grand quart nord-est du territoire. Sur les 30 ans qu'a duré l'épisodie, de 1968 à 1998, on a eu 38 506 renards qui ont été officiellement reconnus comme atteints de la rage, avec des grandes variations chronologiques. Vous voyez que dans les années 76, 82, 89, on a des phases épisodiques assez intenses. En réalité, ces chiffres sont sans doute sous-estimés, puisqu'il y a des cas qui ne sont pas décelés ni rapportés, et on estime que la mortalité est sans doute de 50 à 75% chez les renards dans les zones contaminées. La contamination d'un renard sain se fait très majoritairement par un renard enragé. Celui-ci donc mord son congénère et lui transmet le virus. La maladie consiste en une encéphalomyélite, c'est-à-dire une inflammation du système nerveux central, encéphale et moelle spinale, et elle se conclut inévitablement par la mort. Celle-ci est certaine à 100%. Elle se fait après plusieurs jours de maladie, de souffrance et des troubles très divers, en particulier des troubles oculaires, des troubles digestifs et des troubles locomoteurs. En raison des menaces que représentent les renards enragés, en particulier sur les mammifères, j'ai ainsi relevé le chiffre de 3664 bovins enragés pendant les 30 ans de l'épisodie. Donc en raison de ces risques économiques et sanitaires, les renards vont être victimes d'une politique systématique de destruction. On peut pratiquement parler de persécution. Alors 4 méthodes vont être utilisées par les hommes et donc subies par les renards. La première, c'est qu'on a une intensification des méthodes traditionnelles. La chasse, le piégeage, le déterrage, qui donnent lieu à cette époque à des primes bien plus élevées. La seconde méthode, qui est plus nouvelle, c'est les tirs de nuit qui sont mis en place donc avec des agents qui sont montés sur des automobiles et qui, avec l'aide de phares orientables, donc tirent au fusil sur les renards. La troisième méthode, c'est le poison. Ce sont en fait des boulettes de strychnine, dites aussi noix vomiques, qui sont dispersées dans la nature. On a eu aussi des cas, malgré le caractère illégal, de boulettes de cyanure. Et puis enfin, c'est le gazage qui est utilisé. Ça se fait essentiellement au printemps, lorsque la renarde et les petits sont au terrier. Et on a utilisation soit de la chloropicrine, qui est un gaz de la Première Guerre mondiale, soit l'acide cyanhydrique, connu également sous le nom de Zyklon B, et qui rappelle donc un usage encore pire pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors l'ensemble de ces pratiques va entraîner des pertes considérables, sans doute de plusieurs millions, voire dizaines de millions d'individus sur les 30 ans de l'épisodie, mais ça ne fait pas avancer la lutte contre la rage, au contraire même, puisqu'on a vu qu'en 89 on est au maximum, alors qu'on est en pleine campagne de lutte contre les renards, et sans doute même que ça aggrave les choses, puisque comme ça déstructure la population de renards, ça renforce la dissémination du virus, parce que les renards eux-mêmes doivent circuler davantage. Face à cette rage et face aux mesures prises par les hommes, les renards ne vont pas rester inactifs. Les renards sont comme beaucoup d'animaux, ce ne sont pas des objets passifs, hein, ils vont réagir et essayer de s'adapter face à la maladie et face aux mesures qui sont prises par les hommes. Alors je relèverai ici 4 grandes modalités d'adaptation et de résistance des renards. Tout d'abord, il y a l'hypothèse avancée donc, que certains renards manifesterait plus de distance vis-à-vis des animaux malades. Je vous ai parlé de signes assez manifestes de maladies chez les renards. Les hommes les détectent. Il n'y a pas de raison que les renards eux-mêmes ne voient pas que leurs congénères présentent des troubles anormaux. On a également le fait que les renards évitent certaines pratiques de destruction. On a parlé tout à l'heure des capacités assez hors normes des renards au niveau de la vue, au niveau de l'ouïe, au niveau de la vitesse de pointe. Et donc, ils sont capables effectivement de détecter des chasseurs qui approchent avec des chiens ou parfois d'en détecter d'autres pièges ou d'autres pratiques qui peuvent les détruire. On a également l'adaptation à l'espace urbanisé. Dans les années 70, on commence à distinguer, en particulier dans la région parisienne et pas seulement, bientôt à Nantes aussi, des renards qui
colonisent, ou en tout cas qui s'adaptent à l'espace urbain. On a la ville qui s'agrandit, on a une périurbanisation, et les renards font finalement trouver une niche écologique entre les déchets humains, les cadavres d'animaux percutés, des abris. Tout ça fait que le renard va s'adapter, et dans cet espace urbanisé, les pratiques de destruction sont moins faciles. Puisque, évidemment, il y a les hommes, il y a les animaux domestiques, on ne peut pas faire les mêmes choses que dans la campagne. La dernière méthode de résistance des renards, c'est le fait qu'ils ont une fécondité qui est assez importante, on l'a dit tout à l'heure, et qui sont capables d'augmenter lorsque les disponibilités alimentaires sont plus importantes, ce qui est le cas puisque le nombre de renards diminue en raison des persécutions, si bien qu'on estime que c'est entre 2 à 5 ans que les renards reconstituent l'effectif qui était pré-épisodique, donc avant l'arrivée de la rage. Alors, il faut être honnête, c'est ni la lutte systématique des hommes contre les renards, c'est pas non plus les méthodes de défense ou de résistance des renards qui vont en fait mettre fin à l'épizootie. C'est en fait à partir de 1989-90 une campagne systématique de vaccination des renards qui va être menée, qui va mettre un terme à l'épizootie de rage. Alors cette vaccination se fait par des appâts vaccinaux, appâts carnés avec de l'huile également, qui sont très olfactifs, qui attirent le renard. Il croque dans l'appât et donc ingurgite un vaccin qui donc est censé le protéger. La vaccination donc se fait avec une écharpe, une espèce de cordon sanitaire qui part des Alpes et qui remonte jusqu'à la vallée de la Seine. Ça commence donc à l'hiver 89-90 et puis avec des campagnes systématiques renouvelées régulièrement, ça va peu à peu remonter vers le nord-est. On voit donc un rétrécissement, une réduction de l'espace qui est occupé par la rage et qui touche les renards. En 97, elle a pratiquement disparu. Et si on revient sur ce graphique donc, qui montrait les cas de rage du renard, on était donc à près de 3500 cas en 1989-90, au pic de l'épidémie. On a un déclin très rapide dès que la vaccination arrive. Et en 98, on a le dernier cas de rage du renard en France. Et donc, comme l'a dit François, depuis 20 ans, on n'a plus de cas. Et au contraire même, celle-ci est de plus en plus loin. Je vous remercie.